Le site internet. lacléinternation.org. Site international. La Clé France. La collectivité laïque équitable sont particulièrement enthousiastes de pouvoir vous proposer cette audition de la collection Les populations esclaves. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine. Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée. Pourquoi elle est organisée de cette manière. Par qui elle est ainsi organisée. Pour qui elle est organisée de cette façon-là. Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans la collection Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons l'écoute du livre 5, Spiritualité. Préface. Question. Comment est organisée la société humaine, pourquoi l'est-elle ainsi, par qui est-elle dirigée et pour qui l'est-elle? D'un fonctionnement particulièrement diversifié et de cultures très différentes, l'espèce humaine semble se diriger vers une oligarchie dirigeante globalisée, au niveau de toute la planète. Est-ce que le schéma restera celui du système monétaire actuel, pour les échanges des biens et des services? Est-ce que celui du modèle économique restera identique, avec les mêmes acteurs religieux et politiques, sous-jacents? Si les bases philosophiques organisationnelles n'évoluent pas, rien ne permettra le changement indispensable. Les oligarchies dirigeantes actuelles mènent une politique de rétention de l'information et même de désinformation systématique. Cela concerne de nombreuses avancées technologiques qui pourraient être utilisées. Seraient-elles réalisées et envisagées à l'encontre de l'humanité, au lieu de lui être favorables? Leur négation totale des possibilités de contact avec des entités venues d'autres espaces du cosmos apparaît comme une volonté d'empêcher le genre humain d'évoluer vers d'autres formes de savoir et de connaissance. Le silence pesant des responsables du recueil d'informations concernant certains témoignages, qui sont la plupart du temps recueillis par des militaires, ne permettra pas à notre humanité d'aller vers une progression intellectuelle. Ce livre est une analyse implacable de notre organisation humaine. Elle apparaît aussi comme étant celle de la dernière chance. Le milieu environnemental de l'espèce humaine et l'humain lui aussi évolue. L'humanité a aussi besoin d'évoluer. Il y aurait une constance chez l'être humain, c'est celle de sa recherche permanente de la vérité. C'est, bien sûr, un avantage, mais de quelle vérité s'agit-il? S'agirait-il de celle qu'il voit ou de celle qu'il ne voit pas? Ou encore de celle qu'il soupçonne? Y aurait-il des vérités qui seraient totalement cachées à ces investigations? Les modèles réciproques ne permettent pas d'établir des repères sur lesquels s'appuyer pour orienter des recherches. Comment comprendre les modèles d'organisation de la société humaine, lorsqu'on ne sait pas comment est organisé son environnement? Toute la complexité de l'existence individuelle de chacun, mais aussi celle du collectif, pourrait résulter d'une méconnaissance et d'une ignorance. La recherche de la vérité passe par des observations, des analyses, des hypothèses, des théories, des expérimentations. Un certain nombre de schémas peuvent être déterminés. Chacun de ces schémas doit pouvoir établir une vérité. Or, notre univers se présente sous la forme d'un puzzle. Chacune des lois que nous déterminons est une des pièces de ce puzzle. Mais il suffit que les pièces adjacentes soient manquantes pour que les lois établies ne coïncident pas. Il nous est alors particulièrement difficile d'en reconstituer une réalité. Il apparaîtrait vraisemblable de devoir connaître d'abord quelles sont les raisons de notre présence sur cette planète, dans cet univers. Y aurait-il un rôle, une mission individuelle, une mission collective? L'avenir de l'humain dépendrait-il des raisons qui le contraignent à cette présence? Quel est le rapport de l'espèce humaine avec les autres espèces animales, végétales et peut-être aussi minérales? Quel peut être le rapport avec d'autres espèces, ailleurs dans notre galaxie?
Quel est le rapport entre l'espèce humaine terrestre et d'autres espèces dispersées dans l'univers? Quel pourrait être le rapport entre la vie des espèces terrestres et la vie d'autres espèces extraterrestres? Il nous apparaît peu vraisemblable qu'un roman puisse prétendre en donner la clé. Cependant, toute investigation peut s'avérer utile et quelquefois indispensable. Un roman présente le gros avantage de pouvoir exposer des supposées vérités, sans risque. Il convient cependant de savoir que la vérité n'est jamais bonne à dire. Qu'il est surtout interdit de l'écrire. Il est pourtant prépondérant d'être toujours en mesure de chercher à la connaître. Une vérité romancée permet de pouvoir communiquer, sans tomber obligatoirement dans la fiction. Simplement, il suffit de savoir décrypter, pour connaître et comprendre. Ce roman se présente également sous la forme d'un puzzle. Les pièces qui le composent y sont volontairement dispersées. Des pièces adjacentes sont évidemment manquantes. Lorsque vous entamerez l'écoute ou la lecture de ce roman, vous serez confronté, pour le moins, à de la perplexité, si ce n'est, à un dilemme. Dès les premiers sujets abordés, vous n'aurez pas d'autre choix que de considérer, soit que tout est faux, puisqu'il s'agit d'un roman, soit que tout pourrait être vrai, justement, parce qu'il s'agit d'un roman. Un roman étant le seul moyen permettant de masquer des vérités dérangeantes. Si, dès l'écoute ou la lecture des premiers paragraphes, vous avez un doute sur l'authenticité des faits, n'en continuez pas cette écoute ou cette lecture. Cela voudra dire que cet ouvrage n'est pas en mesure de vous concerner. Si, au contraire, vous faites le choix de continuer à lire cet ouvrage, il vous faudra alors convenir d'un impératif indiscutable, celui que des erreurs s'y seront probablement insérées. L'organisation de l'ouvrage s'articule à partir des recherches. Une première approche de chaque sujet traité a consisté à scruter, à écouter, à observer, et aussi à recouper les informations, avec le plus d'attention et de précision possible. Le second contact a consisté à analyser les éléments d'observation qui ont été recueillis, à les structurer et à réfléchir sur leurs impacts. Enfin, il est devenu prépondérant de définir un modèle de réalisation, permettant de décider d'une éventuelle action qu'il conviendrait, le cas échéant, de devoir mettre en œuvre. Observer, réfléchir et décider sont donc les trois éléments qui devraient permettre, à chacun de nous, d'évaluer les incidences de nos actes individuels et collectifs, provoqués ou subis. Une redondance est apparue indispensable dans le traitement de certains sujets, difficilement compréhensibles par une seule approche. D'autres sujets ont été volontairement morcelés, à cause de leur rigueur d'accès. Tout au long de cette étude structurelle, les sujets portant sur une vision philosophique, sociale, économique et religieuse y seront tour à tour abordés. Certains des sujets ainsi évoqués risqueront de choquer vos préjugés. Le traitement des sujets n'a évidemment rien d'exhaustif, il correspond à une volonté de montrer ce qui est, a priori, dérangeant. C'est volontairement qu'aucune logique dans le traitement des sujets traités n'ait été agencée. Il est apparu indispensable et honnête de ne pas respecter une quelconque cohérence de construction. Chacun doit être en mesure d'établir son opinion, sans l'ajout d'une influence extérieure. C'est au contraire, à partir de cette prospective que doit se réaliser, pour chaque lecteur, un niveau de recherche complémentaire et souhaitable pour comprendre, réfléchir et peut-être décider. Nul n'est en mesure de détenir la vérité. Chacun d'entre nous ne détient que sa vérité. Nul n'a donc le droit d'imposer sa vérité aux autres. Chacun doit pouvoir définir sa stratégie, en fonction de son niveau de connaissance, de son niveau d'analyse et de son niveau de synthétisation. Aucune personne ni organisation n'a le droit de décider pour les autres. La délégation des responsabilités, prônée par nos gouvernants, n'est qu'une stratégie mise en œuvre pour une prise des pouvoirs, sans partage. La société humaine s'organise à partir de quelques modèles. Il est possible de prendre un schéma géométrique pyramidal pour expliquer l'un de ces modèles. Trois éléments peuvent s'y distinguer. Une oligarchie dirigeante qui se trouve au sommet. Une classe moyenne qui sert à structurer la société. Une classe tertiaire qui vit dans la précarité au quotidien. La répartition numérique de chacun de ces trois secteurs socio-économiques est sans importance.
La structure de chacun de ces trois éléments est, par contre, très précise. L'élite, au sommet, s'octroie tous les pouvoirs, décisionnels, économiques et structurels, sans aucun partage possible. Les privilégiés de la classe médiante cherchent constamment à progresser vers l'élite. Ils sont, du reste, façonnés par l'élite qui leur laisse croire à une possibilité d'évolution sociale et économique. La troisième partie de la société, fixée à la base de notre exemple géométrique, est la plus nombreuse, mais aussi la plus vulnérable. Elle n'a aucun espoir de progression. C'est très rarement que certains de ses membres parviennent à accéder à un échelon supérieur. Aucune opportunité ne leur est généralement accordée. Ce n'est qu'au prix d'efforts considérables, soutenus tout au long d'une vie, et à condition qu'aucune difficulté majeure ne vienne entraver leur progression, qu'un résultat leur est admis. Majoritairement, c'est une vie médiocre, sans perspective, qui leur est réservée. Chacune de ces trois catégories d'humains comporte, évidemment, différents niveaux de hiérarchie. L'oligarchie dirigeante est composée des grands dirigeants des entreprises multinationales, des hauts dirigeants des grandes banques internationales, des principaux monarques du globe et des hauts dignitaires internationaux. La classe moyenne est constituée de trois niveaux. Le premier niveau est représenté par les cadres supérieurs des entreprises privées et publiques et des notables. Le second niveau regroupe les professions libérales. Le troisième groupe correspond aux cadres du privé et du public et les commerçants. La base est composée par la multitude d'anonymes représentant les différentes strates de cette partie de la société humaine qui ne possède aucun pouvoir décisionnel et ne peut que subir les extravagances de leur oligarchie dirigeante. Ce sont les ouvriers de l'industrie, les salariés de l'agriculture et ceux des services. Les dirigeants des toutes petites structures, que sont les paysans, les commerçants et les artisans, n'ayant que quelques employés. La conscience ne retiendrait pour vrai que ce qu'elle est capable d'assimiler. Elle n'a pas de définition exhaustive. Elle n'est pas un modèle social de référence, ni pour l'individu ni pour la collectivité humaine. Pourtant son modèle de systématisation de la connaissance et de l'organisation pourrait nous laisser penser que l'humanité, dans son positionnement parmi les autres espèces vivantes, serait une espèce plus valorisée. Toutefois, sa tâche serait exponentielle et vraisemblablement infinie. Cependant, la recherche fondamentale sur le fonctionnement de la conscience apparaît plus crédible, si elle est comparée aux croyances dogmatiques, admises indiscutablement, jusque-là. Il conviendrait d'établir un pouvoir de la conscience, malgré les valeurs aléatoires de ces théories non confirmables à quelque instant que ce soit. L'organisation du monde du vivant, sur notre planète, s'est établie à partir d'une continuité dans l'organisation la plus simple, jusqu'à la plus complexe. Puis, dans une sélection naturelle par les mécanismes de l'environnement et des facultés d'adaptation et avec tous les bouleversements métaboliques appropriés. Bien sûr, un certain nombre de schémas pourront être déterminés. Chacun d'eux pouvant établir une vérité. Pourtant les modèles les plus extravagants seront peut-être les plus judicieux. La connaissance est sans doute le sujet essentiel de notre univers physique. À lui seul, il pourrait regrouper la totalité du savoir, dont toutes les espèces existant dans l'univers auraient besoin, pour pouvoir rejoindre une conscience universelle. Il y aurait une constance chez l'être humain, c'est celle de sa recherche permanente de la vérité. C'est évidemment un avantage, mais de quelle vérité s'agit-il? S'agit-il de celle qu'il voit ou de celle qu'il ne voit pas? Ou encore de celle qu'il soupçonne? Y aurait-il des vérités qui seraient totalement cachées à ces investigations? Le milieu environnemental de l'humain évolue. L'humanité, elle-même évolue, dans son organisation matérielle. Les modèles ne permettent pas d'établir des repères sur lesquels s'appuyer pour orienter des recherches dans un tel domaine. Comment comprendre les modèles d'organisation de la société humaine, lorsqu'on ne sait pas comment est organisé son fonctionnement? Toute la complexité de l'existence individuelle de chacun, mais aussi celle du collectif, pourrait résulter d'une méconnaissance et d'une ignorance. Il est évidemment peu vraisemblable qu'un roman puisse prétendre en donner la clé. Cependant, toute investigation peut s'avérer utile et quelquefois indispensable.
Un roman présente le gros avantage de pouvoir exposer des vérités supposées, sans risque. Il convient cependant de savoir que la vérité n'est jamais bonne à dire. Qu'il est surtout interdit de l'écrire. Il est pourtant prépondérant d'être toujours en mesure de pouvoir chercher à la connaître. Une vérité romancée permet de pouvoir communiquer, sans tomber obligatoirement, dans la fiction. Simplement, il suffit de savoir décrypter, pour connaître et comprendre. Ce roman se présente également sous la forme d'un puzzle. Les pièces qui le composent y sont volontairement dispersées. Des pièces adjacentes sont, là aussi, évidemment manquantes. Lorsque vous entamerez la lecture de ce roman, vous serez confronté, pour le moins, à de la perplexité, si ce n'est, à un dilemme. Dès les premiers sujets abordés, vous n'aurez pas d'autre choix que de considérer, soit que tout est faux, puisqu'il s'agit d'un roman, soit que tout pourrait être vrai, justement parce qu'il s'agit d'un roman. Un roman étant le seul moyen permettant de masquer des vérités dérangeantes. Si, dès la lecture des premiers paragraphes, vous avez un doute sur l'authenticité des faits, n'en continuez pas cette lecture. Cela voudra dire que cet ouvrage n'est pas en mesure de vous concerner. Si, au contraire, vous faites le choix de continuer à lire cet ouvrage, il vous faudra alors convenir d'un impératif indiscutable, celui que des erreurs s'y seront probablement insérées. L'organisation de l'ouvrage s'articule à partir de la méthode ORD. Une première approche de chaque sujet traité a consisté à scruter, à écouter, à observer et aussi à recouper les informations, avec le plus d'attention et de précision possible. Le second contact a consisté à analyser les éléments d'observation qui ont été recueillis, à les structurer et à réfléchir sur leurs impacts. Enfin, il est devenu prépondérant de définir un modèle de réalisation, permettant de décider d'une éventuelle action qu'il conviendrait, le cas échéant, de devoir mettre en œuvre. L'ORD, observer, réfléchir et décider, sont donc les trois éléments qui devraient permettre, à chacun de nous, d'évaluer les incidences de nos actes individuels et collectifs, provoqués ou subis. Une redondance est apparue indispensable dans le traitement de certains sujets, difficilement compréhensibles par une seule approche. D'autres sujets ont été volontairement morcelés, à cause de leur rigueur d'accès. Certains des sujets ainsi abordés risqueront de choquer vos préjugés. Le traitement des sujets n'a évidemment rien d'exhaustif, il correspond à une volonté de montrer ce qui est, a priori, dérangeant. C'est volontairement qu'aucune logique dans le traitement des sujets abordés n'ait été agencée. Il est apparu indispensable et honnête de ne pas respecter une quelconque logique de construction. Chacun doit être en mesure d'établir son opinion, sans l'ajout d'une influence extérieure. C'est au contraire, à partir de cette prospective que doit se réaliser, pour chaque auditionneur ou lecteur, un niveau de recherche complémentaire et souhaitable pour comprendre, réfléchir et peut-être décider. Nul n'est en mesure de détenir la vérité. Chacun d'entre nous ne détient que sa vérité. Nul n'a donc le droit d'imposer sa vérité aux autres. Chacun doit pouvoir définir sa stratégie, en fonction de son niveau de connaissance, de son niveau d'analyse et de son niveau de synthétisation. Aucune personne ni organisation n'a le droit de décider pour les autres. La délégation des responsabilités, prônée par les gouvernants, n'est qu'une stratégie mise en œuvre pour une prise de tous les pouvoirs, sans limites et sans partage. La société humaine s'organise à partir de quelques modèles. Il est possible de prendre un schéma géométrique pyramidal pour expliquer l'un de ces modèles. Trois éléments peuvent s'y distinguer. Une oligarchie dirigeante qui se trouve au sommet. Une classe moyenne qui sert à structurer la société. Une classe tertiaire qui vit dans la précarité au quotidien, sans espoir d'amélioration. La répartition numérique de chacun de ces trois secteurs socio-économiques est sans importance. La structure de chacun de ces trois éléments est, par contre, très précise. L'élite, au sommet, s'octroie tous les pouvoirs, décisionnels, économiques et structurels, sans aucun partage possible. Les privilégiés de la classe médiane cherchent constamment à progresser vers l'élite. Ils sont, du reste, façonnés par l'élite qui leur laisse croire à une possibilité d'évolution sociale et économique.
La troisième partie de la société, fixée à la base de notre exemple géométrique, est la plus nombreuse, mais aussi la plus vulnérable. Elle n'a aucun espoir de progression. Ce n'est que très rarement que certains de ses membres parviennent à accéder à un échelon supérieur. Aucune opportunité ne leur est accordée. Ce n'est qu'au prix d'efforts considérables, soutenus tout au long d'une vie et à condition qu'aucune difficulté majeure ne vienne en entraver leur progression, qu'un résultat leur est accepté. Majoritairement, c'est une vie médiocre, sans perspective et sans espoir qui leur est réservée. Chacune de ces trois catégories d'humains comporte, évidemment, différents niveaux de hiérarchie. L'oligarchie dirigeante est composée des grands dirigeants des entreprises multinationales, des hauts dirigeants des grandes banques internationales, des principaux monarques du globe et des hauts dignitaires internationaux. La classe moyenne est constituée de trois niveaux. Le premier niveau est représenté par les cadres supérieurs des entreprises privées et publiques et des notables. Le second niveau regroupe les professions libérales. Le troisième groupe correspond aux cadres du privé et du public ainsi que les commerçants. La base est composée par la multitude d'anonymes représentant les différentes strates de cette partie de la société humaine qui ne possède aucun pouvoir décisionnel et ne peut que subir les extravagances de leur oligarchie dirigeante. Ce sont les ouvriers de l'industrie, les salariés de l'agriculture et ceux des services. Les dirigeants des toutes petites structures que sont les paysans, les commerçants et les artisans, n'ayant que quelques employés. Que devient la conscience dans tout cela? Qu'en est-il de la conscience individuelle et de la conscience collective? Est-il seulement possible de se poser une telle question? Et pourquoi pas? L'écriture en général et d'un roman en particulier est un moyen, parmi d'autres, d'analyser et de transmettre de l'information. Toutefois, il vous faudra convenir par avance que la devise d'un roman consiste à ce que toute ressemblance avec des lieux ou des personnes ne serait que pure coïncidence. Toute la collection Les populations esclaves est téléchargeable gratuitement au format PDF en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livre broché. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence audiophonique sur YouTube. Le